Mon mari venait à peine d'être inhumé que ma belle-mère a giflé ma fille de 5 ans devant toute l'assemblée des proches, nous ordonnant de quitter la maison sur le champ. Le bruit du verre qui éclate a précédé tout le reste. Un craquement sec, suivi d'un second, a tranché le silence pesant des condoléances dans le grand salon, faisant pivoter tous les visages vers nous. Ma petite Léa se tenait près de la table des souvenirs, figée dans sa robe noire et ses collants blancs devant le cadre brisé au sol. La photo de son père gisait sous le verre en morceaux. L'une de ses menottes était encore levée, comme si elle avait cru pouvoir rattraper ce qui venait de tomber. « Pardon » a-t-elle murmuré. La gifle est partie si vite que j'ai à peine vu ma belle-mère bouger. La tête de ma fille a basculé sur le côté. La pièce est devenue un tombeau. Puis, ma belle-mère m'a fixé droit dans les yeux et a lancé « Prends tes ordures et fiche-moi le camp de cette maison ». Pendant une seconde, je n'ai plus pu respirer. Puis, j'ai agi par pur réflexe. Je me suis jeté à genoux, j'ai plaqué ma fille contre moi et j'ai posé ma main sur la trace rouge qui commençait déjà à marquer sa joue. « C'est une enfant » ai-je dit, ma voix basse et tremblante. « Elle a gâché la vie de mon fils » a rétorqué ma belle-mère. « Si vous étiez à ma place, seriez-vous parti ou seriez-vous resté une minute de plus ?» Quelques heures plus tôt, j'étais au cimetière, tenant la main de cette même enfant alors qu'il descendait le cercueil de mon mari en terre. Le ciel était gris toute l'après-midi, sans pluie, juste assez lourd pour étouffer le moindre son. Les gens nous entouraient dans leurs manteaux sombres, débitant ces formules convenues que l'on réserve au deuil des autres. Sois forte. C'était un homme bien. Tu dois penser à ta fille maintenant. Léa m'avait regardé pendant le discours du prêtre en demandant « Maman, pourquoi ils le mettent là ?» Je m'étais agenouillé dans l'herbe humide en caressant ses cheveux. « Il se repose » lui avais-je dit. Même à cet instant, je détestais le vide de ses mots. Elle a hoché la tête, car les enfants acceptent les versions de la souffrance que les adultes leur tendent faute de mieux. De l'autre côté de la tombe, la famille de mon époux formait un bloc, non pas avec nous, mais près de nous, autour de nous, sans jamais nous inclure. Ma belle-mère pleurait dans un mouchoir, mais même cela paraissait calculé, comme si elle se rappelait qu'elle était censée le faire. Mon beau-père restait raide et distant. Ma belle-sœur a chuchoté quelque chose à un cousin avant de détourner le regard dès qu'elle a vu que je l'observais. Il ne m'avait jamais accepté. Pas vraiment. Je n'étais pas la femme qu'ils auraient choisie pour lui. Je ne venais pas de leur milieu. Je n'ai pas grandi dans des hôtels particuliers avec personnel de maison, dîners mondains et noms de famille prestigieux. Je venais d'une vie où l'on ouvrait les factures au-dessus de l'évier et où chaque euro devait être justifié. Mais mon mari m'avait aimé. Mieux encore, il m'avait choisi, ouvertement et obstinément, et c'est ce qu'ils ne lui ont jamais pardonné. Il me tolérait tant qu'il était en vie. Il tolérait ma fille parce qu'elle était sa descendante. Une semaine avant sa mort, il était sur son lit d'hôpital, pâle et épuisé, mais plus lucide que quiconque ne voulait l'admettre. Il m'avait regardé, puis notre fille endormie sur la chaise près de la fenêtre, et m'avait dit quelque chose que je n'ai compris que ce jour-là, s'il m'arrive quelque chose, ne les laisse pas te précipiter dans quoi que ce soit. Je m'étais penché. Qu'est-ce que tu veux dire ? Attends, avait-il insisté. Peu importe ce qu'ils disent, attends. Je pensais qu'il parlait des obsèques, de l'argent, du chagrin. Je pensais qu'il craignait que je panique. Debout devant sa tombe, j'ai compris qu'il n'avait pas peur de moi. Il avait peur d'eux. Sur le chemin du retour, personne n'a parlé. Léa était recroquevillée contre moi à l'arrière, épuisée par ses larmes et par une journée trop vaste pour son petit corps. Je gardais un bras autour d'elle et je regardais la route défiler jusqu'à ce que le portail en fer forgé du domaine de mes beaux-parents s'ouvre et que la demeure apparaisse. Elle avait l'air identique. Façade en pierre de taille, haute fenêtre, et parfaitement taillée. Une maison construite pour prouver au monde que la stabilité résidait en ses murs. Mais dès que nous avons franchi la porte, j'ai senti l'atmosphère changer. Les invités étaient déjà dans le salon. Famille, amis, associés, femmes en noir tenant des tasses de café dont elles ne voulaient pas. Des hommes au visage fermé et aux voix basses. Des fleurs partout. La photo de mon mari trônait au centre de la pièce comme sur un autel. Léa l'a vue avant moi. Elle a lâché ma main et a marché vers elle à petits pas hésitants, attirée par ce visage qu'elle cherchait toute la journée. « Papa » a-t-elle murmuré. Elle a tendu la main. Le cadre a glissé. Et maintenant,
dans cette pièce avec le verre brisé à nos pieds et la marque de la main de ma belle-mère sur la joue de mon enfant, j'ai compris que le véritable enterrement ne faisait que commencer. Pas pour mon mari, mais pour l'illusion qu'ils avaient jamais eu l'intention de nous laisser rester. C'est une ordure, a répété ma belle-mère. J'ai levé les yeux lentement. C'est votre petite fille. Ne l'appelez pas comme ça chez moi, ai-je lâché. Ma belle-sœur s'est avancée, les bras croisés sur sa robe noire. Tu as toujours fait ça, a-t-elle dit. Tu es entré ici en faisant croire que tu étais des nôtres, parce que mon frère était trop mou pour te dire la vérité. Quelle vérité, ai-je demandé. Que tu ne lui as rien apporté, a-t-elle dit. Pas de nom, pas de rang, aucune protection. Juste une erreur après l'autre emballée dans une triste histoire. Arrête de parler, ai-je dit. Mon beau-père s'est avancé, avec ce calme qui rend les choses pires. Tu vas baisser d'un ton dans cette maison, a-t-il dit. Surtout maintenant. Maintenant. Ce mot a failli me faire rire. Le « maintenant » était justement le problème. Maintenant que mon mari était parti. Maintenant qu'il croyait qu'il ne restait plus de témoins qui comptaient. Les doigts de ma fille se sont enfoncés dans ma manche. « Pardon, maman » a-t-elle encore murmuré. « Non » ai-je dit rapidement. « Regarde-moi. » Je me suis assez reculé pour qu'elle voie mon visage. « Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. » Elle a hoché la tête parce qu'elle m'aimait, pas parce qu'elle y croyait. Autour de nous, la pièce observait. C'est la partie que je n'oublierai jamais. Pas leurs mots, mais leur silence. Personne n'est intervenu. Personne n'a dit à ma belle-mère qu'elle venait de frapper une enfant en deuil lors des obsèques de son père. Quelques personnes avaient l'air mal à l'aise. La plupart n'ont pas bougé. Puis, ma belle-mère a fait quelque chose qui m'a prouvé que la gifle n'était pas une perte de contrôle. C'était le début d'un plan. Marion, a-t-elle dit à la gouvernante. Descendez leurs affaires. J'ai relevé la tête. Pardon? Vous m'avez entendu, a-t-elle dit. Leur chambre, celle de l'enfant. Faites les bagages. Elles partent ce soir. Ma belle-sœur a souri. Honnêtement, c'est peut-être mieux ainsi. Elle ne se souviendra même pas de cette maison dans quelques années. Ma fille s'est raidie dans mes bras. Mon beau-père s'est tourné vers les invités avec le visage d'un homme gérant un désagrément. Je m'excuse pour cette scène, a-t-il dit. Nous allons nous assurer qu'elle soit prise en charge. Prise en charge, pas réconfortée, mais évacuée. Une femme membre d'une des associations caritatives de ma belle-mère a murmuré quelque chose sur la discrétion nécessaire pour l'enfant. Ma belle-sœur a regardé le cadre brisé, puis moi. C'est ce que mon frère devait toujours nettoyer, a-t-elle dit. Ton chaos, ton besoin, ton bazar. Je me suis levé prudemment, tenant toujours ma fille. Dis un mot de plus sur elle, ai-je dit, et j'oublierai qu'on est à un enterrement. Ça a fait bouger la pièce. Juste un peu, mais assez. Ma belle-mère l'a entendu aussi. Tu me menaces? Non, ai-je dit. Je vous réponds. Alors réponds à ça, a-t-elle claqué. Quand avais-tu prévu de partir? Avant le dîner? Ou comptais-tu transformer cela en une autre performance? Mon beau-père a traversé la pièce jusqu'à la console, a ouvert un tiroir et a sorti un document fin. Il me l'a tendu, un stylo déjà accroché en haut. Tu signeras ça avant de partir, a-t-il dit. Je l'ai pris. Le titre disait « Reconnaissance de départ volontaire et règlement familial temporaire ». Même à travers le brouillard du deuil, j'ai compris exactement ce qu'il cherchait à faire. Il était stipulé que je quittais la résidence de mon plein gré, que j'acceptais un soutien financier temporaire de la famille, que je m'engageais à quitter la propriété avec ma fille en attendant le règlement de la succession de mon mari. Et que je ne faisais aucune revendication immédiate sur la possession, l'accès ou le contrôle de la maison, du bureau ou de tout dossier conservé sur place. Ce n'était pas un document qui résisterait à une véritable bataille juridique. Mais c'était exactement le genre de papier que les gens brandissent plus tard pour dire « elle a accepté ». Elle est partie de son plein gré. Elle a compris. Il l'avait préparé avant même que la terre de la tombe ne soit sèche. La voix de mon mari a résonné en moi à nouveau. Ne les laisse pas te précipiter dans quoi que ce soit. Ma belle-mère m'observait lire. Signe.
Prends ce qu'on t'offre et pars avec un peu de dignité, a-t-elle dit. Ma belle-sœur s'est approchée assez près pour que je sois la seule à l'entendre, c'est la meilleure affaire que tu obtiendras jamais. J'ai levé les yeux vers elle. Une affaire. C'est ce qu'il pensait que mon mariage avait été. Mon beau-père a tendu le stylo. Nous essayons d'éviter toute complication, a-t-il dit. Vous avez déjà échoué, ai-je répondu. J'ai plié le document proprement et l'ai reposé sur la table. Puis j'ai essuyé mes larmes lentement. Ma fille se cramponnait toujours à moi. J'ai brossé ses cheveux, regardé la marque rouge sur sa joue, et j'ai senti quelque chose en moi cesser de supplier pour commencer à compter. Chaque mot, chaque témoin, chaque ordre qu'il venait de donner devant tout le monde. Vous avez fini, ai-je demandé. Pour la première fois de l'après-midi, personne n'a répondu immédiatement. Ma belle-mère a repris le dessus la première. Faites vos bagages et dégagez. Il n'y a pas de place pour les mendiantes ici, a ajouté mon beau-père. J'ai hoché la tête une fois. Très bien. J'ai plongé la main dans ma poche et sorti mon téléphone. Tous les yeux de la pièce ont suivi le mouvement. J'ai composé le numéro de mémoire. Quand la ligne a été établie, je ne me suis pas éloigné. Il faut que vous veniez, ai-je dit. C'est le moment. Apportez tout. J'ai raccroché. Aucune explication, aucune main tremblante. Quand quelqu'un devient aussi calme, est-ce que vous leur faites confiance ou est-ce que vous avez peur? Si vous aimez les histoires de vengeance intelligente où le silence fait les dégâts, abonnez-vous et restez avec moi. Au début, ils ont ri, pas fort, juste assez pour se rassurer. Qui as-tu appelé? A demandé ma belle-sœur. Je n'ai rien dit. Qui viendrait pour toi, d'ailleurs, a-t-elle ajouté. Ma belle-mère m'a tourné le dos comme si l'affaire était réglée. Marie, videz la chambre de l'enfant en premier. Je ne veux pas de confusion plus tard. Confusion. Ma fille a enfoui son visage dans mon cou. Maman, je ne veux pas qu'ils entrent dans ma chambre. J'ai embrassé ses cheveux. Je sais, ma chérie. Mon beau-père a jeté un coup d'œil aux documents pliés sur la table. Elle avait une chance de faire ça avec grâce, a-t-il dit. Elle a choisi autrement. C'est là que j'ai su que la cupidité avait déjà devancé le deuil. Les 15 premières minutes se sont écoulées dans un flou de mouvements destinés à nous effacer alors que nous étions encore debout là. Une domestique a descendu l'une de nos valises, puis une autre. Ma belle-sœur a disparu à l'étage et est revenue en tenant le lapin en peluche de ma fille entre deux doigts, comme s'il l'offensait. Ma fille l'a vu et s'est tendue. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. C'est à moi. Ma belle-sœur l'a regardé, puis moi. Plus pour longtemps. J'ai fait un pas en avant. Pose ça. Ma belle-sœur a souri et a jeté le lapin sur une chaise. Je déteste les femmes comme toi, a-t-elle dit doucement. Si sûr qu'un enfant peut vous rendre permanente. Je l'ai fixé assez longtemps pour que son sourire s'efface en premier. Le rire dans la pièce avait déjà commencé à s'essouffler, pas à disparaître, juste à perdre de son assurance. Les gens bougeaient sur leurs sièges. Des tasses à moitié pleines étaient posées. Les conversations mouraient avant la deuxième phrase. Ma belle-mère l'a remarqué aussi. Elle a essayé un ton différent et s'est tournée vers les invités. Nous essayons de faire ce qu'il faut, a-t-elle dit. La maison ne peut pas devenir instable en ce moment. Instable? Elle voulait que la salle entende, veuve et enfant, et pense, risque. Ma belle-sœur a saisi l'ouverture immédiatement. L'entreprise a besoin de stabilité en ce moment, a-t-elle dit. Pas de chagrin qui prend les décisions. Puis mon beau-père a commis sa prochaine erreur. Apportez-moi la clé du bureau, a-t-il dit à Marion. Il y a des dossiers qui doivent être protégés avant que quoi que ce soit ne disparaisse. Je l'ai regardé. Ceux-là sont à moi. Non, a-t-il dit, ce sont des biens de famille. Il l'a dit devant tout le monde. Il l'a dit avant même que quiconque ne lui dise ce que contenait le testament. Et soudain, j'ai compris exactement ce que mon mari avait vu venir. Pas juste de la cruauté. Une précipitation, une bousculade, une main tendue vers la maison, le bureau, les papiers et tout ce qu'il pensait pouvoir sécuriser avant la fin de la journée. Ma fille a tiré sur ma manche. Maman, on part? Je me suis agenouillé et j'ai pris son visage doucement entre mes mains. Pas encore, ai-je dit.
Est-ce qu'ils sont en colère contre moi? Non, ma chérie. Alors pourquoi mamie m'a frappé? Ma gorge s'est serrée si fort que j'ai dû marquer une pause. Parce qu'elle a oublié comment être gentille, ai-je dit. C'était la chose qui avait le plus de sens pour elle parmi tout ce qu'elle avait entendu aujourd'hui. Je l'ai serrée contre moi. J'ai essuyé mes larmes lentement. Puis je me suis redressé. 30 minutes s'étaient écoulées. Ma belle-mère avait cessé de faire semblant d'être compatissante. Ma belle-sœur avait cessé de sourire. Mon beau-père avait commencé à vérifier sa montre, bien qu'il ne l'admettrait jamais. Personne ne prenait plus de plaisir à cette scène car, plus je restais immobile, moins la pièce croyait à sa propre cruauté. Si les gens qui humiliaient votre enfant réalisaient soudain qu'ils avaient besoin de vous, les exposeriez-vous tout de suite ou les laisseriez-vous entendre chaque mot d'abord? Vers la 40e minute, ma belle-mère a tenté une autre poussée. Elle a ramassé le papier de départ plié et me l'a rapporté avec le stylo. Ne rendons pas ça plus laid que ce n'est déjà, a-t-elle dit. Signe. Prends l'enfant. Va quelque part au calme. Nous ferons en sorte que quelqu'un apporte le reste plus tard. Vous avez déjà rendu ça laid, ai-je dit. Elle s'est penchée plus près. Ne me teste pas dans ma propre maison. Ma fille a tressailli à son ton. Ce minuscule mouvement m'a fait plus d'effet que la gifle elle-même. Vous n'avez plus le droit d'élever la voix contre elle, ai-je dit. Ma belle-mère a reculé. Ton mari est parti, a-t-elle dit. Le monde ne tourne plus autour de toi. J'ai regardé par-dessus elle vers la porte d'entrée. On verra, ai-je dit. 50 minutes. La maison était devenue une salle d'attente. Personne ne voulait admettre qu'ils étaient piégés à l'intérieur. Un invité s'est levé pour partir. Mon beau-père lui a demandé de rester. C'est là que j'ai su qu'il commençait à le sentir. Des hommes comme lui ne demandent pas quand ils croient encore commander. La porte d'entrée s'est ouverte exactement à 1 heure. La pièce s'est tournée comme un seul homme. 2 hommes sont entrés. L'un, je l'ai reconnu immédiatement. Daniel Cross, l'avocat spécialisé dans les successions de mon mari. L'autre, je ne l'avais rencontré que 2 fois. Nathan Hay, officier de confiance senior de la banque privée qui gérait plusieurs des entités contrôlées personnellement par mon mari. Daniel portait un épais dossier noir. Nathan portait une mallette en cuir fine et une enveloppe scellée. Nous sommes ici concernant les instructions du testament et du trust d'Adrien, a dit Daniel. Entendre le nom de mon mari à voix haute dans cette pièce a fait quelque chose qu'aucune prière au cimetière n'avait réussi à faire. Cela l'a rendu présent. Mon beau-père s'est redressé. Nous savons déjà que la succession sera gérée en temps voulu, a-t-il dit. Daniel a hoché la tête. Alors vous ne devriez avoir aucune objection à entendre les directives dans leur intégralité. Personne n'a bougé. Nathan a posé la mallette en cuir sur la table à côté du cadre brisé et du document de départ non signé. Même ma belle-sœur a vu le symbolisme là-dedans et est devenue pâle. Daniel a ouvert le dossier. Adrien Val a fait rédiger des documents de succession et de trust modifiés 31 jours avant sa mort, a-t-il dit. Selon ces documents, la propriété résidentielle connue sous le nom de Maison Val, ainsi que les intérêts de contrôle et les comptes d'exploitation sous son autorité directe, ont été placés dans un trust au seul bénéfice de sa fille. Pendant une seconde, les mots ne sont pas passés. Ma belle-mère a froncé les sourcils. Qu'avez-vous dit? Pour sa fille, a répété Daniel. Le silence s'est propagé dans la pièce. Les bras de ma belle-sœur sont tombés le long de son corps. Mon beau-père a fait un pas en avant. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune erreur, a dit Daniel. Nathan a pris la parole, calme et précis. De plus, Madame Léna Val a été nommée tutrice légale unique et autorité agissante unique sur toutes les décisions liées aux actifs du trust jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge légal. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Cette fois, il n'y avait plus de mépris, seulement du calcul et quelque chose de bien plus proche de la peur. Aucun membre de la famille élargie, a continué Nathan, n'a l'autorité de retirer des biens, de restreindre l'accès, de rediriger les opérations commerciales ou d'exiger la remise de clés, de dossiers, de pièces ou de fonds sans son autorisation écrite explicite. Il a jeté un regard délibéré sur les valises faites, sur le document de départ. Devant les visages stupéfaits de la salle, Daniel a tourné une autre page. Nous avons également reçu l'instruction de noter toute tentative de coercition au départ,
d'obtention de signature sous la contrainte, de retrait d'objet de la résidence de l'enfant ou d'interférence avec l'autorité agissante nommée par le trust. Maintenant, la pièce comprenait vraiment l'attente, la précipitation, les ordres, le papier qu'ils avaient essayé de me faire signer. Tout venait de devenir une preuve. Ma belle-mère a secoué la tête. Non, ce n'est pas réel. Je me suis avancé. Il savait, ai-je dit. Chaque visage s'est tourné vers moi. Il savait exactement qui vous étiez. Personne n'a interrompu. Il savait ce que vous feriez dès qu'il serait parti. J'ai regardé ma fille, puis je me suis tourné vers eux. Il ne lui a pas laissé de l'argent. Il lui a laissé une protection. Puis je leur ai asséné la phrase que je portais depuis la gifle, « Vous venez de gifler la propriétaire ». La salle a retenu cette phrase comme si elle avait coupé l'oxygène de la pièce. Nathan a posé un dernier document à côté des autres. Pour information, a-t-il dit, toute interférence continue après cet avis expose les parties concernées à une réponse juridique immédiate. Daniel a levé l'enveloppe scellée et me l'a tendue. Adrien a laissé ceci pour être remis s'il y avait la moindre tentative de vous forcer, vous ou votre fille, à quitter la résidence. Mes doigts tremblaient quand je l'ai prise. Pour la première fois de la journée, mon tremblement n'avait rien à voir avec la peur. Je l'ai ouverte prudemment. Le papier à l'intérieur était plié en deux. L'écriture de mon mari m'a accueilli avant même ces mots. Léna, cela seul a failli m'achever. J'ai lu la première ligne en silence. Puis Daniel m'a demandé doucement si je voulais qu'il la lise à voix haute. J'ai regardé autour de moi dans la salle, les invités qui avaient regardé mon enfant être frappé. Mes beaux-parents, qui avaient préparé des papiers pour nous effacer avant même que les fleurs sur le cercueil ne soient fanées. J'ai remis la lettre à Daniel. Il a lu, si vous entendez ceci, c'est que les choses ont tourné froid exactement comme je le craignais. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé de ne pas être là pour l'arrêter moi-même. Je sais à quel point le contrôle compte plus pour eux que la bonté. Ils n'ont jamais vraiment compris ce que tu étais pour moi et ils n'ont jamais compris ce qu'est notre fille. Alors, je me suis assuré qu'ils n'auraient pas la chance de lui apprendre qu'elle est petite. Je ne t'ai pas laissé un combat. Je t'ai laissé un bouclier. Attends Daniel. Attends Nathan. Laisse les papiers parler. Et s'ils essaient de te pousser vers la sortie, ne pardonne pas cela, parce que moi, je ne le ferai pas. Quand Daniel a fini, personne n'a parlé. Le visage de ma belle-mère était devenu blanc. Mon beau-père fixait le sol. Ma belle-sœur avait l'air de vouloir nier l'écriture elle-même. C'est là que la supplication a commencé. Pas dramatiquement. Désespérément. Léna, a dit ma belle-mère, et sa voix avait changé si complètement qu'on aurait cru celle d'une autre femme. Nous étions en deuil. Nous étions bouleversés. Personne ne pensait rien de tout cela comme ça en a eu l'air. Ma belle-sœur est intervenue trop vite. C'est toujours la famille. On peut régler ça en privé. En privé? Dans la même pièce où ils avaient humilié une enfant en public. Mon beau-père s'est raclé la gorge. Il n'y a pas besoin d'escalader ceci. Nathan a répondu avant moi, l'escalade a eu lieu avant notre arrivée. Ma belle-mère l'a ignoré et s'est concentrée sur moi avec une douceur terrifiante. S'il te plaît, reste, a-t-elle dit. Reste ce soir. Parlons-en ensemble. C'était là. Le retournement. 2. Dégage, s'il te plaît, reste. Pas parce que l'amour était apparu, mais parce que la peur l'avait fait. Parce qu'il comprenait que si je sortais avec ma fille et mon autorité intacte, ils perdraient l'accès à la maison et à la structure de pouvoir qu'ils avaient passé des années à supposer qui passerait naturellement entre leurs mains. Ma belle-sœur a regardé les valises près de l'escalier comme si elle pouvait encore les défaire. J'essayais juste d'aider, a-t-elle dit faiblement. En volant des affaires dans la chambre d'une enfant, ai-je demandé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Mon beau-père a tenté une dernière approche, l'approche de l'homme d'affaires, calme et rationnel. Les émotions étaient fortes, a-t-il dit. Nous avons tous dit des choses. Pas de raison de laisser un après-midi définir ce qui arrive ensuite. Un après-midi. Il voulait réduire la gifle à une question de météo. Il voulait réduire le papier à une procédure. Il voulait réduire l'humiliation de ma fille à une question de timing.
Je l'ai regardé et j'ai vu avec une clarté absolue que mon mari ne m'avait jamais protégé contre un seul moment. Il nous avait protégés contre un système, contre une culture familiale dans laquelle la compassion n'était qu'une décoration et où la possession était la seule langue qu'il parlait vraiment. Ma fille a tiré sur ma manche. Maman. Je me suis penché vers elle. Est-ce qu'on est en sécurité maintenant, a-t-elle murmuré. Toute la pièce l'a entendu, et c'était ça le vrai verdict. Pas le testament, pas le trust, cette question. Je me suis redressé lentement. Vous aviez raison sur une chose, ai-je dit à ma belle-mère. L'espoir a brillé sur son visage si rapidement que ça m'a presque embarrassé pour elle. Elle n'a pas sa place sous votre main. J'ai pris la main de ma fille. Puis j'ai regardé Daniel. S'il vous plaît, faites arrêter leurs préparatifs de départ, ai-je dit. Les nôtres restent. Nathan a presque souri. Bien sûr. Ma belle-mère m'a fixé. Tu nous mets à la porte. Non, ai-je dit, je mets fin à votre accès. C'est tombé plus lourdement que si j'avais crié. Mon beau-père a ouvert la bouche, mais Daniel avait déjà commencé à donner des instructions, tous les objets retirés de la chambre de l'enfant doivent être rendus immédiatement, a-t-il dit. Aucune serrure ne sera changée. Aucun bureau ne sera visité. Aucun document ne sera retiré, et personne ici ne doit parler à la fille de Madame Val sans la permission de Madame Val. Marion a hoché la tête une fois, pâle et silencieuse. Ma belle-sœur s'est avancée vers moi. Léna, s'il te plaît. J'ai regardé la marque qui s'effaçait sur la joue de ma fille. Non, ai-je dit. Vous avez déjà épuisé ce mot. Les invités ont commencé à rassembler manteaux et sacs à main, puis à partir dans un silence différent de celui qu'ils avaient apporté. Plus solennel maintenant, honteux. Ma belle-mère s'est effondrée sur la chaise la plus proche. S'il te plaît, reste, a-t-elle redit, mais maintenant les mots sonnaient creux. On peut arranger ça. J'ai presque eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu du son de sa main sur le visage de mon enfant. Vous n'avez plus le droit de la toucher, ai-je dit. Vous n'avez plus le droit de lui parler aujourd'hui. Et vous n'avez plus le droit d'appeler cela du chagrin et d'espérer que je le confonde avec de l'amour. Je me suis tourné vers Marion. Remontez les valises, ai-je dit. Et remettez chaque objet retiré de la chambre de ma fille exactement là où il était. Elle a immédiatement hoché la tête. Mon beau-père a regardé le personnel, puis moi, puis Daniel et Nathan. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il ressemblait à un homme découvrant que l'autorité et la propriété ne sont pas la même chose. Nous aurons besoin de temps, a-t-il dit. Daniel a fermé le dossier. Vous avez eu du temps, a-t-il répondu. Vous l'avez mal utilisé. La pièce s'est vidée lentement après cela. Les fleurs étaient toujours sur chaque surface. La photo de mon mari a été remise dans son cadre. Marion s'est excusée en chuchotant tout en remettant le lapin en peluche dans les bras de ma fille. Ma fille l'a serré contre sa poitrine et ne l'a pas lâché. Quand ce fut fini, quand le dernier invité fut parti et que la dernière fausse note de sympathie eut disparu des murs, je me suis assise avec ma fille sur le long canapé face à la cheminée. Personne n'avait pensé à l'allumer. Elle s'est appuyée contre moi, sans force, épuisée. J'ai touché sa joue doucement. Tu es en sécurité, lui ai-je dit. Elle a levé les yeux vers moi. Parce que papa savait. Oui, ai-je murmuré. Parce que papa savait. Ils l'ont traité d'ordure. Ils ont essayé de nous faire signer notre propre éviction. Ils ont fait nos valises, touché à sa chambre, cherché à prendre son bureau, et parlé de notre futur comme si nous étions déjà partis. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que mon mari avait vu toute la scène avant qu'elle n'arrive. Il avait vu leur cupidité sous leur bonne manière, leur panique sous leur fierté, et la main qu'ils tendraient dès que la sienne lâcherait prise. Alors, il ne nous a pas laissés à leur merci. Il nous a laissé un bouclier. Et à partir de cette nuit-là, personne dans cette maison n'a plus jamais touché à ma fille.